Alors, traumatisme, pour moi, c'est un monde ou une vie où il n'y a pas de mots, justement. C'est-à-dire, c'est le silence, c'est l'incapacité de nommer, c'est avant l'histoire. C'est évidemment des souvenirs personnels où des parents ne se parlaient pas, et donc c'était insupportable, pas le beau silence, mais cette pesanteur de la non-parole. Et donc, pour moi, le traumatisme, c'est quand j'ai envie de raconter quelque chose et que l'histoire ne vient pas. Ça, c'est le traumatisme. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un premier traumatisme qui me donne envie de raconter l'histoire. Bon. Et puis, le deuxième traumatisme, c'est quand j'arrive pas à raconter l'histoire qui me permettrait de me libérer de ce traumatisme-là, de ce premier-là. C'est-à-dire l'angoisse, pas de la page blanche, mais l'angoisse du silence ou de l'impuissance des mots à dire. Et puis, quand on travaille sur les textes, ça vient petit à petit. Et puis, on va vers de plus en plus de simplicité. Et je déteste le travail, en fait. C'est le vrai travail au sens de labeur, de difficulté, de ça. Mais j'ai une passion pour le retravail. C'est-à-dire faire 5, 6, 10 versions, parce qu'on a l'impression que ça devient de plus en plus concret et que les mots perdent leur côté un tout petit peu abstrait, et on est dans la construction de l'histoire comme on construit un bateau. Et pour moi, les histoires, comme je navigue, les histoires sont exactement des bateaux. Une belle histoire, comme un beau bateau, bien construit, on dit le même mot d'ailleurs, ça permet d'explorer le monde. Si j'ai fait ces livres, et notamment pour la grammaire, c'est que je ne comprenais pas les questions qu'on posait en français, en 6e, 5e, 4e, les questions qu'on posait en français, parce qu'il y avait des jargons d'une part, qui me semblent absolument pas nécessaires. Ils sont utiles quand ce sont des mots techniques et qui permettent d'avancer dans le savoir, mais bien plus tard, premièrement. Et deuxièmement, plus je réfléchis à cette question de la langue, il y a deux façons de réfléchir. Il y a la première, c'est sur la phrase elle-même. Ça, c'est la grammaire plus traditionnelle, où on essaye, avec comme un jeu de construction, comme un Lego, de voir comment ça marche, avec le sujet, le verbe, le complément, comment ça fonctionne. Et ça, très bien, c'est au fond relativement simple. Et là, on donne les clés, la possibilité de bâtir. Et puis, il y a l'autre réflexion qui est la théorie du texte. Alors, on entre dans les énonciations, les choses comme ça, etc. Et là, je pense très franchement qu'il vaudrait mieux attendre un peu, se focaliser sur l'outil, et puis on laisse un peu la pratique se faire, avant de théoriser immédiatement. Parce que si vous avez déjà une bonne maîtrise de la phrase, libre à vous de construire un certain nombre de textes. Après viendra la théorie du texte et le terrorisme de la théorie du texte. Et donc, évidemment, il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi je maintiens ça, c'est-à-dire que dans ces cours de français aujourd'hui, quelque chose me frappe. Si vous posez la question aux jeunes, je n'ai pas de statistiques, mais j'entends énormément de jeunes dire que c'est le cours de français qu'ils détestent le plus. Et ça, c'est pas supportable. Parce que le français, c'est notre langue, c'est notre lien, c'est notre république. Et donc, Dieu sait si je suis pour l'effort, mais en même temps pour la pratique et la vraie jouissance du texte. Et la nécessité de raconter. Oui aux rédactions, pas seulement aux dissertations, oui aux rédactions. Oui raconter le dimanche dernier. Oui raconter des choses dont on s'est tellement moqué, c'est-à-dire votre dernier été, etc. Oui à la pratique, oui au reportage. Oui, moi je fais des tas d'ateliers d'écriture. Oui à ces ateliers d'écriture. Oui à cette sorte de verbalisation où on articule à la fois l'effort, mais l'effort grammatical, parce qu'on fait des championnats quand je vais dans les classes, et je gagne. Et pourquoi monsieur, pourquoi tu gagnes? Parce que j'écris vraiment tous les jours depuis l'âge de 10 ans. Donc ils se rendent compte que le mot est à la fois une arme, à la fois une ouverture, à la fois une possibilité de rêver. Enfin, le mot nous agrandit. Et puis il y a une phrase à laquelle je réfléchis sans arrêt, parce qu'elle
elle me semble tout à fait vertigineuse. Et c'est Char en a dit une de ce genre-là, et puis Camus aussi. Les mots savent de nous des choses que nous ignorons. Et on a tellement passé de temps à inventer des mots qu'il y a eu des traces comme des fossiles qui sont dans les mots, des fossiles de nous. Et donc quelque chose me dit qu'il faut aller retrouver ces fossiles-là. Et que c'est totalement réciproque. J'ai vraiment une sensation absolument réciproque que nous inventons les mots et nous n'arrêtons pas d'inventer les mots. Et c'est bien d'inventer les mots parce que la langue, c'est pas du tout un édifice figé, c'est quelque chose de création permanente, commune, c'est une république, c'est une chose commune. Donc nous inventons les mots, mais ils nous inventent complètement. Évidemment, ils nous inventent. C'est très très vite, j'ai eu le sentiment que les mots nous inventaient et allaient m'inventer. Et que j'allais m'inventer avec les mots et que les mots seraient mes bateaux en fait. C'est-à-dire j'avais les bateaux l'été pour quitter l'île où je passais mes vacances. Et puis j'avais les bateaux d'hiver qui étaient les mots qui me permettaient à la fois d'évader mais en même temps d'explorer. Pour moi, littérature et évasion, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire, je m'évade d'une certaine manière, mais j'ai eu la chance de parler beaucoup avec Marguerite Yourcenar. Et je lui demandais pourquoi elle voyageait autant. Et elle l'a écrit d'ailleurs sur ce thème en disant que la Terre est notre cellule, et avant de la quitter, il vaut mieux quand même explorer sa cellule. Et c'est par les mots que je dois mes rencontres, c'est par les mots que je dois mes explorations, c'est par les mots que je dois mes découvertes, mes surprises, mes vertiges, c'est mes portes, c'est mes fenêtres, ce sont mes quais d'embarquement. Oh oui, moi, si je parle de tranquillité, c'est tout à fait provisoire, très très provisoire. J'adore le mot et la construction du mot inquiétude, c'est-à-dire ne pas être qui est. Et donc, j'adore ça. Vous savez, petit Parisien, j'ai eu extrêmement tôt le sentiment de l'éphémère. Parce que nous passions nos vacances dans l'île de Bréhat, et dans cette île de Bréhat, il y a un marnage, c'est-à-dire l'écart entre la marée haute et la marée basse, qui dépasse 10 mètres. Donc, le paysage change tout le temps. Donc je passais d'un monde stable, Paris, où ne bougeait que le métro aérien, qui était juste en bas de mes fenêtres, à un monde totalement instable et cyclique, qui était le monde du bord de mer. Et dès le début, je me suis dit que la vérité n'était pas dans la stabilité, mais dans l'intranquillité, et dans le mouvement perpétuel, avec des cycles. Et donc après, j'ai fait un livre sur le Gulf Stream où j'ai appris cette vérité qui a vraiment changé ma vie, qu'il n'y a pas de ligne droite dans la nature, il n'y a que des cercles. Et ça m'a passionné. La ligne est une invention humaine, le cercle est un mode d'être de la nature. Et ça, j'ai appris des tas de choses, évidemment, en apprenant ce genre de réalité. Et quand dans votre tête, vous passez d'une figure géométrique de la ligne à une référence plus régulière au cycle, au cercle, à la spirale, en général, vous allez mieux. Ne serait-ce que parce que le cercle blesse moins que la ligne. Les flèches sont pointues, le bout n'est pas circulaire.